Normalement, on finit par cette question. Mais là, on va commencer avec. Et Dieu dans tout ça? J'aime bien la définition de Spinoza. Dieu n'est pas une personne, Dieu c'est la totalité de l'univers, qui est indifférent aux hommes et qui explique beaucoup de choses de ce que nous sommes. Bonsoir Jacques Attali. Bonsoir. Bon, d'habitude je serre la main, mais paraît-il que vous ne serrez pas la main? Non, je fais comme ça. Pourquoi? Depuis longtemps, peut-être parce que j'ai une passion pour l'Inde, où je vais souvent, parce que je trouve que c'est un signe de politesse très élégant. Puis le Covid est venu après ça, et donc à... Oui, aujourd'hui on suit presque le moment. Oui. Il y a de plus ou moins de monde qui serre la main. Oui. Mais j'imagine que ça a dû vous mettre parfois dans des situations cocasses. Oui, quand les gens insistent comme ça, insistent et que Ah, vous moi êtes embêté. j'insiste, Ah, vous faiblissez jamais? presque jamais. Ah oui. Parfois avec un dignitaire étranger, un ministre qui ne comprend pas, ou quelqu'un qui pense que je le boude, que je refuse à lui particulièrement de façon vexante. Notre-Dame. Vous avez une définition presque scientifique, vous, de votre superstition ou de votre spiritualité. J'ai l'impression, en vous écoutant, parce que ça fait quelques jours que je vous écoute, vous établissez presque scientifiquement la présence d'un être supérieur. Selon toute probabilité, il y a quelque chose de supérieur. D'abord, vous avez mélangé superstition. Vous avez raison, c'était le mauvais terme. Non, mais vous pouvez, ça indique une façon pour vous de voir les choses. Non, je ne peux pas accepter l'idée qu'il n'y a rien. Oui. Voilà. Comme je n'accepte pas l'idée qu'il n'y a rien, et comme je suis fasciné depuis tout jeune par la science, et en particulier par la cosmologie, je ne peux pas imaginer que tout ça soit absurde, même si c'est possible. Ouais. Mais l'idée qu'il y ait des milliards d'étoiles dans une galaxie, qu'il y ait des milliards de galaxies, et qu'il y ait peut-être des milliards d'univers dans lesquels il y a des galaxies, indique une immensité inconnaissable. Et comme c'est inconnaissable, l'idée qu'il y ait quelque chose qui assure cette cohérence me va assez bien. D'autant plus que une des choses qui est les plus fascinantes, c'est cette extraordinaire adéquation entre l'esprit humain et la capacité de comprendre. Il est hallucinant que nous puissions établir des équations simples ou compliquées qui rendent compte de l'univers, comme si notre cerveau avait été conçu pour concevoir des mathématiques et en déduire de la physique qui rend compte des choses qui nous sont très lointaines. Et c'est marrant parce que on aurait plutôt tendance à opposer les sciences à Dieu. Non. Mais vous ne le faites pas. Vous expliquez presque Dieu par les sciences. Oui, j'aime beaucoup cette... c'est un grand débat entre la foi et la raison, un débat qui parcourt l'histoire de la religion depuis toujours. Et j'aime bien la phrase si célèbre d'un philosophe espagnol musulman qu'on appelle en français Averroès, mais qui en arabe s'appelle Ibn Rushd, qui disait « la vérité ne saurait contredire la vérité », quelque chose comme ça, pour faire court. Ce qui veut dire que la vérité scientifique ne rend pas absurde l'existence d'autres choses, tout simplement parce que plus la vérité scientifique augmente, et il faut l'accepter comme telle parce qu'elle est la vérité, il reste toujours une part de mystère. On fait un tour, on marche autour de Notre-Dame en même temps. Quand je voyage et que j'ai la nostalgie de mon pays, de la France, je pense à ça. Vous ne pensez pas à la Tour Eiffel ou à l'Arc de Triomphe? Non, je pense à cet endroit-là, et c'est cet endroit qui me manque en priorité. Et puis, il y a d'autres endroits en France qui sont sublimes. J'ai eu un choc profond la première fois que j'étais à Vézelay, ou dans des abbayes comme l'abbaye de Solesmes, et d'autres comme l'abbaye de Sénanque, qui sont des merveilles. Et je trouve que pour moi, ces lieux spirituels apportent beaucoup. Puis j'ai la chance d'avoir beaucoup voyagé. Je ne parle jamais au passé, mais de voyager beaucoup, je préfère le dire comme ça. Et j'ai vu des lieux mystiques de pratiquement toutes les religions. Mais l'homme de gauche que vous êtes, qu'est-ce qu'il pense des religions? Faites pas des catégories, on est oui, mais vous voyez bien que... Non, mais on a tous des dimensions multiples. Oui, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Les religions, lorsqu'elles sont des façons personnelles d'avoir un rapport à l'éthique, à la morale
et à la condition humaine. C'est très important, parce que les religions, toutes, que ce soit polythéistes ou monothéistes, contiennent des expressions d'une éthique de valeur, et aussi d'une expression d'un sens de la vie, de la condition humaine. Donc tout le monde a besoin de ce genre de réponse, à moins d'admettre l'absurdité de notre existence. Par contre, je ne suis pas favorable aux religions lorsqu'elles veulent se mêler de politique, lorsqu'elles veulent être prosélytes, lorsqu'elles veulent imposer une vision du monde aux autres, lorsqu'elles veulent dicter la conduite morale ou même la conduite quotidienne. J'ai aussi beaucoup de suspicions à l'égard des religions en général, parce qu'elles ont toutes, sans exception, massacré les femmes et donné une place inférieure aux femmes. Donc, je suis très attaché à la spiritualité de toutes les religions, mais il y a dans la plupart d'entre elles, sinon dans toutes, des formes d'obscurantisme insupportables. Vous avez eu une éducation religieuse, vous? Oui, j'ai eu une éducation juive. J'ai continué ensuite à étudier, parce que j'estime que quand on a une culture, on étudie, donc j'ai continué à étudier les textes. J'ai écrit là-dessus, comme j'ai écrit sur beaucoup de sujets, j'ai écrit là-dessus aussi, pour essayer de comprendre. J'ai écrit sur les relations entre l'islam, le christianisme et l'hindouisme. J'ai écrit entre la relation entre le judaïsme et la pensée grecque, entre le judaïsme et l'hindouisme. J'ai beaucoup écrit là-dessus. J'ai eu une éducation, en effet, juive. Mais je n'ai pas une pratique particulière, sinon personnelle. Pardon, je vous écoute, mais je regarde en même temps, c'est très impressionnant. Vous sauriez faire ça, vous, la Gatali? Ah non. Non, je suis très maladroit. Vous êtes sportif? Je marche au moins 1 heure par jour. Ah, donc vous allez me faire marcher ce soir? Je marche au moins 1 heure par jour. Ah oui, ça vous inquiète pas alors? Non. Mais rouler comme ça sur une roue, non. sur des rollers, ça non? Non. Vous êtes casse-cou? Vous me dites ça alors que je me suis bêtement cassé la figure il y a quelques jours, mais rien de grave comme vous voyez, mais je suis maladroit. Il y a une recrudescence de l'antisémitisme aujourd'hui. Est-ce que vous avez pensé à une époque que ça n'arriverait pas, ou ça n'arriverait plus, ou vous êtes toujours resté sur vos gardes? Je suis toujours resté sur mes gardes parce que moi-même, j'ai jamais été victime d'antisémitisme, à titre personnel. Jamais, j'ai eu cette chance. Vous n'avez jamais été victime? Ni peut-être une fois, de façon anecdotique, quand j'étais très jeune, j'ai pas vraiment ressenti, mais c'est possible. Mais je l'ai pas ressenti ni dans mes études, ni dans ma carrière, ni dans l'accueil de mes livres, ni rien, vraiment pas. Pour moi, le fondement de l'antisémitisme, c'est l'ingratitude. Quand quelqu'un vous a rendu un service, vous le détestez. Oui. Toujours. Et ça m'est arrivé très souvent d'avoir rendu des services, modestement. Et en général, les gens sont reconnaissants, mais il arrive que les gens vous détestent parce qu'ils ne veulent pas se souvenir eux-mêmes qu'ils vous doivent quelque chose. Ça arrive. Et l'antisémitisme est fondé assez largement sur le fait que le peuple juif, qui existe depuis 3000 ans, de façon absolument historique, s'est trouvé en situation d'apporter à l'humanité 4 ou 5 choses fondamentales. La première, l'idée du Dieu unique. Le deuxième point, c'est Jérusalem comme Dieu central. Le troisième point, c'est le Messie, Jésus, juif. Le quatrième point, c'est le fait que les Juifs ont été placés à partir du Xe siècle dans l'obligation de prêter de l'argent. Pourquoi? Parce que c'était les seuls pour qui ce n'était pas interdit dans la religion. Ils n'avaient pas le droit de se prêter de l'argent entre eux de façon à intérêt, mais ils avaient le droit de le prêter à d'autres. Donc, ça a commencé dans le monde musulman, prêté aux princes, et ensuite ça a continué dans l'Occident chrétien, quand à partir du XIe siècle, l'argent matériel ne suffisait pas, la croissance économique commençait à arriver, il fallait plus d'argent, donc il fallait emprunter. Et littéralement, on a dit aux communautés juives, vous pouvez venir chez nous à condition que vous exerciez le métier de banquier. Sinon, vous ne venez pas. Et donc, les Juifs étaient vignerons et banquiers, forgerons et banquiers, médecins et banquiers. Ils étaient obligés de faire ce métier. Mais naturellement, on déteste ceux qui ont apporté l'idée de Dieu unique parce qu'on ne voudrait pas que ce soit à eux. D'ailleurs, l'Église catholique s'est instituée Verus Israël, en latin, c'est le vrai Israël, c'est l'Église catholique. Jésus a été approprié
et perdu sa spécificité juive, Jérusalem a été réclamée par tout le monde. Et donc le peuple juif a été considéré comme gênant. Et encore aujourd'hui, on le voit, il est en trop par rapport à tout ce qu'il a apporté. Alors qu'il ne demande rien d'autre que de continuer à vivre dans les rares bonnes relations avec tout le monde. C'est même d'ailleurs une des rares religions, pas la seule, à ne pas être prosélyte, c'est-à-dire à ne pas chercher à convertir. Je suis étonné que vous me disiez que vous n'avez jamais été victime d'antisémitisme, parce que dans certains milieux complotistes antisémites, Oui. vous êtes une forme de symbole. Oui. Ça, c'est l'antisémitisme. Oui, mais quand je dis jamais été victime, je reçois tous les jours des insultes antisémites, aujourd'hui. Ouais. Mais ça ne m'a jamais gêné dans ma vie. J'ai fait des études, évidemment d'abord des études scientifiques, et puis ensuite d'autres études. Jamais l'antisémitisme n'a freiné mes succès scolaires ou mes aventures scolaires. Puis ensuite, dans ma carrière de professeur, d'écrivain, de conseiller de princes divers, ça ne m'a jamais gêné. Comment vous l'expliquez que vous ayez endossé ce rôle, ce symbole en France? Bon, il y en a d'autres aux États-Unis. Et je reprends les termes, du juif qui contrôle le monde. Je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, mais... Et puis c'est très marginal, il y a quelques farfelus qui pensent ça. Bien sûr. Quelques farfelus qui pensent ça, donc je n'y attache pas d'importance. C'est pas un point de vue dominant. Bien sûr, il y a beaucoup de fantasmes qui circulent sur les uns et les autres, mais on aime bien... le complotisme a quelque chose de très intéressant parce qu'il est d'une certaine façon très proche de la science. Qu'est-ce que c'est que le complotisme? C'est chercher une cause cachée des choses. Il y a des événements et on cherche une cause cachée. La science, c'est un peu ça aussi. On cherche une cause cachée qu'on ne connaît pas et on la découvre. Donc il y a un point commun. C'est quoi? C'est le double maléfique? Non, oui, c'est ça. C'est le double maléfique de la science. Mais c'est le propre de l'humain. Et c'est ça qui est la grandeur de l'humain. C'est de chercher la cause des choses. Et la cause complotiste est vraiment dans le farfelu quand elle n'est pas de la mauvaise foi. Et en général, elle est de la mauvaise foi. Elle est un prétexte à une recherche de pouvoir particulier. Vouloir aux Juifs, c'est parce qu'on veut. Pourquoi est-ce qu'on en veut aux Juifs à partir du XIIe siècle? C'est parce qu'on ne veut pas rembourser les emprunts qu'on leur a faits. Pourquoi est-ce qu'on en veut un peu partout à l'égard dans Israël? C'est parce qu'on veut prendre la terre qu'il a légitimement occupée à partir de 3000 ans avant notre ère, etc., etc. Donc, et puis comme parfois il y a des Juifs qui se conduisent mal, j'ai dit publiquement que pour moi M. Netanyahou se conduit très mal et qu'il est un criminel de guerre, donc il y a des Juifs qui mettent de l'huile sur le feu. Hein. On y va? On avance? Allez, moi je suis prêt à marcher, c'est vous qui avez voulu vous arrêter. Oui, regardez la vue quand même. Et je reviens à ma question du début, la première. C'est comme si vous aviez une quête pour savoir ce que nous faisons ici, sur cette terre, et savoir qui nous y a mis. Et donc, dans nos capacités actuelles en 2025, on ne peut pas le savoir. Mais peut-être qu'un jour on le saura. C'est bien ce que je dis souvent, je pense que c'est ça. Quand on me demande qu'est-ce que je crois être la finalité de l'espèce humaine, c'est de survivre assez longtemps pour ça, découvrir la raison d'être de l'espèce humaine. On ne la connaît pas encore, mais de génération en génération, on fait des progrès, on avance dans la connaissance de l'univers, des lois, avec souvent des... En ce moment, là, on est dans une impasse dans les connaissances scientifiques. Les connaissances cosmologiques butent sur beaucoup de difficultés théoriques. Mais on progresse quand même. Et donc, un jour, dans 1000 ans, on saura peut-être pourquoi on est là, quoi. Vous pensez, en homme positif que vous êtes, qu'un jour on saura si Dieu existe? Je pense qu'on saura notre raison d'être. Et je n'imagine pas qu'il y a un Dieu qui nous regarde et qui juge de nos actions individuelles. Je ne crois pas ni à l'enfer, ni au paradis, ni au... C'est bien d'avoir des lois qui ont été faites, mais c'est des lois humaines. On a inventé Dieu pour mettre peur. C'est pas un Dieu en tant que tel, ce sont des règles très utiles pour fixer des limites. Les 10 commandements, c'est des règles très utiles pour fixer des limites, si tant est qu'elles sont respectées. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous.
Et c'est pour ça que je vous parlais de Spinoza tout à l'heure. Ce quelque chose de plus grand que nous n'est pas la prière, n'est pas accessible à la prière, n'est pas accessible à autre chose qu'à nous-mêmes dans nos relations avec le reste du monde. Jacques Attali dansait près de la porte. Oui. J'ai aimé parce que j'ai pas tout aimé. Ah, très bien. Il faut expliquer ce que c'est. Oui, c'est en fait, un ami m'a suggéré il y a 2 ans de mettre mes idées en forme brève sur les nouveaux moyens de communication et donc de faire des petites vidéos comme ça d'1 minute. J'ai trouvé le format formidable, j'ai improvisé, ça a l'air de toucher les gens. Donc mon éditeur a dit pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas de l'oral à l'écrit. Donc on a fait imprimer ce que j'avais dit et puis parce que c'était pas écrit. Oui, c'est-à-dire que alors c'est ça. Ce que j'ai pas bien compris, c'est que parfois vous êtes devant un micro, oui, comme dans un podcast. Quoi. C'est ça. Alors d'ailleurs, ça, c'est la promotion de votre livre. Attendez, et parfois vous êtes simplement devant la caméra. Parfois je le fais voilà, moi-même comme ça, ouais. Et parfois je vais l'enregistrer dans un studio. Ah oui, d'accord. Et ça vous vient comme ça. Oui. Vous savez de quoi vous allez parler, mais vous savez pas exactement après ce que vous allez dire. Non. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé alors dites-moi. J'ai pas tout aimé parce que je trouve parfois, vous me parliez de positivité, que vous étiez un peu candide, avec des réponses un peu faciles, comme si on enseignait des valeurs à un enfant. Vous voyez ? Oui. Et ce que j'ai aimé, en revanche, c'est que c'est des tas de questions que je me suis déjà posées. Et je me dis, il pense pas comme moi. Il pense comme moi. Il y a des questions que je me suis jamais posées. Je me suis dit, mince, comment j'ai jamais pu me demander un truc pareil ? Et puis, c'est intelligent, c'est parfois drôle. Et donc ça m'a plu. Mais pas toutes, je sais pas. Très bien, c'est très bien. Qui m'ont un peu énervé. Je me c'est un peu facile, ça. Oui, je me suis posé la question de savoir s'il n'y avait pas deux, trois qui étaient prêcha comme ça. Mais non, par exemple, sur les droits de l'enfant, c'est très important. Et je connais encore beaucoup de gens qui disent à leurs enfants, tu parles pas à table, tu parles quand on te laisse parler. Vous pensez, bien sûr. Dans l'éducation positive. Bien sûr, beaucoup de gens sont comme ça. Sébastien Lecornu a été nommé Premier ministre. Vous l'auriez conseillé, Emmanuel Macron? Parce qu'il paraît-il que vous l'avez conseillé pour Édouard Philippe. Est-ce que c'est un nom que vous lui avez glissé? Non, Édouard Philippe, c'est vrai que c'est moi qui l'ai lui présenté avant l'élection de 2017. Et puis ensuite, je ne dirai rien de ce que je fais, mais non, je n'ai pas été en situation ni souhaité. Je n'ai pas souhaité donner mon avis au président de la République sur cette séquence. D'autant plus que, comme beaucoup de gens, je suis hostile à ce qu'il a fait depuis la dissolution. Ce qui est une banalité. Je pense que c'est une situation très difficile, qu'il n'y a pas de majorité. Je souhaite le meilleur à ce Premier ministre parce que le scénario du pire, un budget, puis ensuite il va falloir passer toutes les étapes et arriver fin décembre à faire voter un tel budget. Ça me paraît déjà très difficile. S'il y arrive, bravo, formidable. On a ensuite la séquence d'élections municipales et puis ensuite on est parti pour les présidentielles pas de crise. Mais s'il n'y arrive pas, on peut se trouver assez vite dans une situation d'un deuxième Premier ministre qui n'y arriverait pas. Troisième. Enfin, deuxième sur ce budget-là. Sur ce budget-là. Ouais. Puis, culbute sur des élections législatives nouvelles, qui, dans le scénario du pire, qui ne feraient pas surgir une majorité. Et là, à ce moment-là, c'est la fonction présidentielle qui est en cause. Alors, je pense que ce serait un désastre si le président se trouvait en situation d'avoir à démissionner. Je ne le souhaite pas d'aucune façon. Ce serait catastrophique. Beaucoup le demandent, ce serait catastrophique. Oui, parce que ce serait catastrophique pour la fonction. Après, le président suivant, on dira au moins l'incident qui parte. Donc c'est la fonction qui est si essentielle. On n'a pas droit, le président incarne la seule continuité de la nation. Le pays va être dans une situation très difficile jusqu'au présidentiel. Et elle est à bout de souffle, cette 5e République? Non. Pour l'instant, c'est ce mandat qui est à bout de souffle. C'est pas la 5e République. C'est ce mandat. D'accord. Alors, je vous mets dans une situation où on arrive, bon an, mal an, de quelque manière que ce soit, à 2027. Un nouveau président est élu. Et sur les législatives 2 mois après qui suivent, il n'obtient pas de majorité. Est-ce que là, la 5e République sera à bout de souffle? Non. Toujours pas. D'abord parce que vous avez dit 2 mois après. Normalement, le président de la République doit créer les conditions pour que les élections législatives aient lieu tout de suite. C'est d'ailleurs une des erreurs, parmi d'autres, du président actuel dans son 2e mandat, c'est qu'il n'a pas provoqué les élections.
Normalement, les Français sont cohérents et donnent une majorité au président. Oui. Primo vainqueur. Voilà. Et ça a toujours été le cas. Donc je pense que le président de 2017 aura une majorité, sauf dans une circonstance particulière. Par exemple, supposons qu'on ait une dissolution moins d'un an avant les présidentielles, il ne pourra pas dissoudre, puisqu'il faut un an, donc dans ce cas-là, il sera retardé. Mais c'est pas la cinquième. Et si le président n'a pas de majorité, mais qu'il y a une majorité claire, alors ça fonctionne. J'ai une autre entrée dans votre livre. Hop, je me suis pris mon petit post-it, c'est marqué dette dessus. Quand s'endetter peut-il être la meilleure façon d'épargner? Vous trouvez que c'est pas si mal de s'endetter, vous? Ah oui, quand vous achetez un appartement. Oui. Quand vous achetez un appartement, vous êtes forcé de rembourser, Oui, mais vous avez un actif en face. tout à fait. Donc c'est une façon de vous forcer à épargner. Oui. Mais Donc, quand j'ai trop d'appartements et que je peux plus rembourser. Non mais il ne faut pas l'avoir trop, il faut avoir un appartement pour vous. Soit alors vous êtes promoteur immobilier, c'est un autre métier, ça, c'est un métier. Mais vous voyez le parallèle que je veux faire avec celui de notre pays. Non mais notre pays, il n'a pas acheté trop d'appartements. Justement, la dette n'a pas été faite pour acheter des appartements. Si la dette avait été faite pour développer l'éducation et la santé, la dette a été faite pour consommer. On n'a pas fait de la dette pour acheter des appartements, on a fait du crédit à la consommation. Ouais. Pour maintenant, c'est une très très mauvaise dette. Il y a une bonne dette pour accumuler des actifs et une mauvaise dette quand ça finance la consommation. Donc nous avons une mauvaise dette, mais qui est responsable? Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables, le politique en premier, parce que le politique n'a pas fait les efforts nécessaires. Je vous ai demandé à qui la faute, je précise ma question. Est-ce que vous êtes vous aussi responsable? Oui, sans doute. Personnellement? D'abord, oui, je veux bien assumer la responsabilité que j'avais uniquement à un moment. C'est entre 81 et 91, quand j'étais à l'Élysée. Oui. Et là, on a fait des efforts. La dette a augmenté, mais pas beaucoup, et c'était pas encore quelque chose de très sensible, puisqu'on a fait beaucoup pour développer des choses utiles, je crois. On a même une année réussi, on le voit dans les courbes, parce que la courbe de la dette augmente comme ça, puis il y a une année, 84, où elle descend d'un point. Oui, mais alors vous voyez, vous me dites, bon, je prends ma part, mais en fait, il fallait le faire. Oui, entre 81 et 91, mis à part, parce qu'il y a aussi des années de gouvernement Chirac, donc c'est pas entièrement François Mitterrand. Je pense que c'est pas, la dépense publique augmente vraiment d'une façon désordonnée à partir de 2008. Enfin, plus 35 points d'augmentation du pourcentage du PIB, c'est quand même pas mal quand même. À quel moment? Entre les deux septennats de François Mitterrand. Oui, mais là-dedans, il y a 4 ans de gouvernement de droite. Oui. Donc dans lesquels il y a à peu près alors 10. Que 10 ans alors. Non mais les 4 ans en question, ça fait à peu près 10 points de PIB. Ouais. Donc sur les... Bon, vous reconnaissez vos erreurs, mais pas trop quand même, parce que... Non, parce qu'à cette époque, il y a au moment où la dépense publique augmente à ce moment-là, elle est loin d'être excessive. C'est après, vous pouvez augmenter la dépense publique quand elle n'est pas excessive, mais quand elle devient excessive, il faut arrêter. Ouais. Et elle a commencé à devenir excessive à partir de 2007, ça part n'importe où. Ouais. Mais il n'y a pas eu de contrôle à ce moment-là, il n'y a pas eu de... Ouais, mais vous remettez la faute à ceux après 2007-2008. Oui. Et vous me dites non, nous non. Les Français, je pense qu'ils se disent, ils sont tous responsables et ils se rejettent tous la faute les uns les autres. Non, mais on peut dire ça, mais si on regarde les courbes, c'est clair que c'est la vraie augmentation de la dépense publique, c'est à partir de 2007, c'est pas avant. Oui, mais Nicolas Sarkozy vous dira, oui, mais moi j'ai pris une crise financière et une crise économique. François Hollande dira, bon, moi, regardez, c'est pas moi qui ai fait pire, regardez ce qu'a fait Emmanuel Macron, qui lui dira, j'ai pris le Covid, la guerre en Ukraine et les gilets jaunes. Vous avez raison. Chacun a une bonne raison d'avoir mal fait, c'est vrai. Mais on peut répondre à ça que les Allemands n'ont pas fait ça. Et voilà, c'est ça. Si les hommes politiques font des erreurs, c'est parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir pour leur dire de ne pas le faire. Donc, tout le monde est coupable. C'est une culpabilité collective. C'est tellement facile. J'ai une dernière entrée avant de sortir. Pour vivre sereinement et progresser, être préparé à reconnaître qu'on a eu tort. Oui. Bien vu. On sort ? C'est très important, ça. Je voulais aller à la grande bibliothèque. Oui, voilà, on tourne à gauche, on va la voir. Ça, c'est votre... Vous êtes responsable, là. Alors, là, voyez, là aussi. C'est très intéressant parce que
on me prête des pouvoirs que je n'ai pas, parce que je n'ai jamais été que conseiller, et un conseiller n'a pas de pouvoir. Et là, c'est l'exemple typique d'un échec de ce que j'ai conseillé. Quand François Mitterrand a été candidat, il a amorcé son idée d'être candidat de nouveau, on marchait un jour dans la rue et je lui dis bon, nouveau mandat, je serai sans doute réélu, il faut penser à des nouveaux grands travaux, vous êtes un amoureux des livres, une bibliothèque, ce serait bien. Il dit bonne idée, je lui dis écoutez, moi je rentre de Stanford, j'ai passé quelque temps, et j'avais vu là-bas un truc bizarre, c'est qu'il était possible de transmettre des textes d'un ordinateur à l'autre. Il n'y avait pas encore Internet. Ouais. Que personne ne connaissait Internet. Elle est là, on la voit. Magnifique. Magnifique, pas de... Non. Non, vous aimez pas? Je vais vous dire. Cette bibliothèque qui devait coûter 100 millions, 900 millions pour le numérique, a coûté, à ma connaissance, un peu plus de 10 milliards de francs. Et la partie numérique a été réduite à rien. Moi, je ne voulais pas que les livres soient là. Je voulais qu'ils soient ailleurs pour laisser la place à un bâtiment. Mais si les livres étaient ailleurs, il fallait commander les livres pour un lecteur et ne les avoir que le lendemain. Oui. Et c'était possible, on avait trouvé un endroit où les mettre. Les chercheurs, les 50 chercheurs qui monopolisaient à l'époque la grande salle de lecture de la rue Vienne, dit non, nous on veut les livres tout de suite. Et cette petite phrase, on veut les livres tout de suite, fait qu'on a été obligé de construire ces 4 tours pour mettre les livres. Mais vous ne plaisent pas ces 4 tours? Attendez. Parce que si c'est un ami l'architecte, on peut rentrer par ici. Hein. Ah oui, il a fait au mieux. Il a fait au mieux de ce qu'il pouvait. Mais il y a un moment où les choses vont mal. Par exemple, à un moment, on avait pensé mettre les livres en sous-sol. Oui. Mais le sous-sol est inondable. D'accord. Donc on n'a pas pu lui mettre les livres en sous-sol. Ensuite, on a pensé à les mettre dans la tour, dans les tours. Oui, très bien, dans les tours, seulement le soleil abîme les livres. Donc il a fallu rendre les fenêtres aveugles. Ouais. Donc on a des tours avec des fenêtres aveugles. C'est pas très malin. Ensuite, François Mitterrand voulait qu'il y ait un cloître. Ouais. Et il y a un cloître. Oui, il est là. Il est là, mais il est inaccessible. Personne ne peut y aller. C'est un cloître, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Mais c'est un cloître qui est plus grand que la place de la Concorde. Oui. Et où les lecteurs, où personne ne peut y aller. Alors est-ce qu'on peut passer, on va voir si on peut. Il y a une terrasse quand même, mais c'est peut-être fermé à ce heure-là. Non, c'est fermé. Fausto, est-ce qu'on arrive à filmer à travers? Oui. Voilà. Donc, moi je me sens responsable de l'idée au départ. Oui. Je pense que si on avait fait ce que j'avais eu l'idée qu'on fasse, on aurait été en avance sur les Américains sur Internet, parce qu'on aurait mis les moyens pour le faire, et on avait toutes les intelligences pour le faire. Mais on est revenu à quelque chose de classique, où, pour de bonnes raisons, tout à fait honorables, réparer la VNF telle qu'elle était, tout à fait honorable. Après ce que vous venez de nous dire, tout à fait honorable. Oui. Ça, c'est l'inauguration, c'est ça? Vous n'y êtes pas? Si, j'y étais. Mais alors, vous n'êtes pas sur la photo? Je suis peut-être derrière, mais j'étais là. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, cet homme? Qui ça? François Mitterrand. Est-ce que c'est un ami? J'avais une immense admiration pour mon père. Donc ce n'est pas un père de substitution, mais c'est quelque chose comme un oncle, un ami, oui. Un ami pour qui j'avais beaucoup d'admiration. C'est un homme extrêmement cultivé, mais d'une culture complètement différente de la mienne. C'est une culture littéraire, une culture très française. Il connaissait la France par cœur. Il pouvait raconter les contes et légendes du moins de canton du pays. Moi, je ne connaissais rien à la France, du tout. Et donc, on se complétait. Et comme je n'ai jamais voulu être ni parlementaire, ni ministre, j'avais une attitude très détachée. J'étais ravi d'être dans le bureau d'à côté pendant 10 ans, après avoir été son directeur de cabinet dans l'opposition. C'était passionnant. J'ai tout vu. Il faut que vous me racontiez comment vous le rencontrez. J'ai raconté ça. Vous l'avez déjà raconté, mais j'adore l'histoire. J'avais 21 ans, 22 ans. Il sortait de l'élection présidentielle de 65. Il était avec une amie, moi une autre, moi la mienne. Et je vais le voir à table. Je lui dis, monsieur, j'aimerais travailler avec vous. Et il me dit, venez me voir. Donc je vais le voir son appartement rue de Quimmer. Il avait étalé une carte de France sur le piano. Et il me dit, j'ai besoin de jeunes gens comme vous, prenez une circonscription.
J'ai dit non, mais c'est pas pour moi. Moi, je ne veux pas être parlementaire. Je voudrais travailler avec vous comme conseiller, pas du tout comme politique. Bon, hein, on n'a rien à se dire. 2 ans plus tard... Ça s'arrête comme ça. Ça s'arrête comme ça. 2 ans plus tard, je fais mon stage de l'ENA, mais comme j'étais arrivé en retard, parce que je faisais des études ailleurs aux États-Unis, j'arrive seulement le 1er mai 68. Il me reste un seul département pour être directeur de cabinet adjoint du préfet, c'est la Nièvre, département dont il est président. Donc je me retrouve face à lui. Et là, on n'a que des relations d'ordre protocolaire, mais c'est mai 68. Et puis, 5 ans plus tard, en 73... Oui, donc il y a toute une période où vous vous connaissez, mais... Sans plus. Sans plus. De loin. Ouais. Avec beaucoup de réticence, François Mitterrand me reçoit chez lui. Il me dit, j'ai 5 minutes, mais dites-moi, j'ai une émission de télé demain. Est-ce que vous avez une idée ou deux? Et avec beaucoup de présomption, j'avais préparé 3 feuilles de papier blanc. Vous l'aviez senti venir. 3 feuilles de papier où j'avais noté une phrase en gros. Vraiment, c'était le prendre pour un idiot, quoi. 3 phrases. On est resté 2h30 ensemble. C'était vraiment un moment, une sorte de coup de foudre intellectuel. Et puis, on ne s'est pas revus. Plusieurs mois plus tard, il me fait appeler pour me dire qu'il a besoin de me voir pour préparer un discours. Donc, le rendez-vous est pris. Il m'appelle le matin de ce rendez-vous pour me dire, vous avez peut-être écouté la radio. Je n'ai pas écouté la radio. Il me dit, notre rendez-vous est décalé demain, si vous voulez, parce que je suis occupé aujourd'hui. J'écoute la radio. Le président Pompidou était mort. Ah ouais. Et donc, j'arrive le lendemain chez lui. J'attends en bas et son assistante me dit, vous entrez là. Et là, c'était une pièce où il y avait tous les dirigeants de la gauche. Enfin, la gauche socialiste. Des gens que je ne connaissais pas du tout. Et moi, j'ai 30 ans. Je rentre là-dedans, je ne connais personne. Et j'entends François Mitterrand dire, bon, alors je ferai campagne à l'extérieur du parti. Claude Perdriel dirigera ce qu'il appelle à ce moment-là la propagande. André Rousselet, qui était un ami très proche, qui était le patron de la G7, qui était un homme délicieux, dirigera les finances. Et le directeur de ma campagne, c'est Jacques Attali. Il ne m'avait pas demandé mon avis. Et j'entends Gaston Defferre, qui était un pape du parti, qui dit, mais c'est qui? Et c'est moi. Bonjour. Et c'était parti. On ne s'est plus quitté pendant 7 ans dans l'opposition et 10 ans à l'Élysée. C'est les globes de Louis XIV. Magnifique. Alors, est-ce que c'est... Oui, c'est les globes. C'est les globes de Coronelli, mais ce n'est pas ceux qu'il a fait refaire. Ça, c'est les vrais. Réalisés à Paris entre 1680 et 1683 c'est les vrais, ça. Par le cosmographe vénitien Vincenzo Coronelli pour être offert à Louis XIV par le ça, c'est les vrais globes de Coronelli qui ont été faits à ce moment-là. Et on a sur ces globes les connaissances à l'époque de Louis XIV de ce qu'est la planète. Oui. Et là, de ce qu'est le ciel. C'est ça. Et François Mitterrand les a fait refaire en une vingtaine d'exemplaires avec les cartes d'aujourd'hui pendant son mandat. Mais ceux qu'il a fait refaire sont plus petits. Et c'est des merveilles, évidemment. Vous avez été un diplomate. Il y avait une manière de faire. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que cette diplomatie explose parce que les dirigeants politiques de certains pays n'utilisent plus ces codes-là. Vous, comment vous auriez parlé à Trump et à Poutine? Vous auriez su le faire? Vous auriez pu le faire? On a eu des circonstances très proches. On avait un chef d'État américain qui était charmant et qui n'avait aucune raison de s'intéresser à nous, qui était Reagan. Oui, vous voyez, vous utilisez le mot charmant. C'était une diplomatie charmante. Oui. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a beaucoup de voyous, c'est vrai. On a eu des voyous en face de nous déjà, mais dans le monde d'aujourd'hui, ça s'est beaucoup durci et seuls comptent les rapports de force, plus qu'à l'époque. Mais déjà à l'époque, ça comptait beaucoup. Si vous voulez, quand on était dans la réunion du G7, ma voix n'était pas seulement ma voix avec des arguments. C'est que je représentais un pays qui a l'arme nucléaire. Et ça, c'est important. C'est plus que bon. Ça détermine la puissance. Aujourd'hui encore, si nous sommes incapables de répondre à Trump ou à Poutine, c'est parce que l'Europe n'est pas une puissance militaire crédible. Et tant qu'on n'est pas une puissance militaire crédible, on n'est rien.
Or, la France, à elle toute seule, ne peut pas défendre l'Europe. Donc, ou l'Europe va être capable assez vite d'être une puissance militaire autonome, ou alors elle continue à dépendre des États-Unis, et dans ce cas-là, elle se couche, comme elle s'est couchée dans la négociation commerciale, comme elle va sans doute se coucher dans la nouvelle négociation qui va commencer sur l'application des réglementations digitales. Vous pensez que notre arme de représailles peut être l'armée ? Une armée, une force Au moins, militaire ? cette force, elle a un avantage, l'armée, c'est qu'elle nous permet de ne plus dépendre de l'armée américaine. Ouais. Aujourd'hui, moi j'ai vécu une scène terrible, si on a 2 minutes, je vous la raconte, parce qu'elle s'est passée il y a très longtemps, et qu'elle n'est plus secret d'État. Dans un de ces sommets, aux États-Unis, je vous passe les détails, on était dans une salle, une bibliothèque d'ailleurs, notre audience extrêmement tendue sur un sujet extrêmement tendu qui était une négociation sur le désarmement. Et Reagan était fou de rage contre François Mitterrand qui refusait quelque chose. On était les 7 chefs d'État et 7 collaborateurs. Et à un moment, pendant que François Mitterrand parlait, j'ai vu Reagan taper sur la table comme ça, lourdement. C'était impressionnant, très impressionnant. Il tapait. Et à un moment, François Mitterrand a continué très calmement, et Reagan était tellement fâché qu'il a pris les dossiers, qu'il s'est jeté à travers la table. La table était une table ovale assez longue, et ils étaient tous les deux au debout. C'était très impressionnant. Je me suis dit, ça va mal finir. Et Reagan a fait une pause. Et je suis bien après que cette pause avait été pensée en réunion de crise à la Maison-Blanche. La réunion n'avait pas lieu à Washington, elle avait lieu à Williamsburg, à côté. Pause de 5 minutes. Pendant la pause, je vais prendre un café, et le Sherpa, l'Américain, vient près de moi, et sans me regarder, se sert un café et me murmure à l'oreille, « Si vous ne cédez pas, nous ferons en sorte que vos armes nucléaires ne fonctionnent plus. » Là, j'ai d'abord découvert que nos armes nucléaires dépendaient encore de certains composants américains, alors que je pensais le contraire. J'ai eu un moment de choix, je me suis dit, il faut que je lui dise, mais si je lui dis, il m'a plié les bagages, on sort, c'est le clash, donc j'ai choisi de ne pas lui dire. Et il a trouvé une astuce de rédaction qui fait que on a sauvé la face de tout le monde, on n'a pas cédé du tout, mais c'est une astuce très très amusante d'ailleurs, très, très jolie, purement sémantique. Je lui ai dit après, il m'a naturellement engueulé en disant « Vous m'auriez dû me le dire tout de suite », si je lui avais dit « Vous serez parti », puis on serait arrivé à la catastrophe. Mais vous voyez que dès il y a 40 ans déjà, les Américains nous faisaient ce chantage. Naturellement, on s'est mis en situation après de ne plus dépendre des États-Unis pour notre arme nucléaire. Mais il y a toujours cette tentation américaine qui est toujours là. C'est une très jolie salle. Hein. Ah, alors, littérature française, celle-ci. Une très jolie salle. On s'installe ? Si vous voulez. On s'installe face à face. Vous avez un grand souci, quelque chose qui vous taraude avec Attali. C'est que on vous présente souvent comme tout un tas de choses avant de vous présenter comme écrivain. Oui. Ça vous énerve, ça ? Ah oui, c'est... Mes lecteurs me savent écrivain et je me sens comme tel, mais pas seulement. Et cette émission est tournée autour de mes livres, devrait l'être en tout cas, et en tout cas on va en parler. Un des grands problèmes dans la société française, qui existe là, mais pas seulement là, c'est que on accepte assez difficilement les gens qui sont plusieurs choses à la fois. Il faut être une chose. Les écrivains doivent être écrivains à plein temps, tirer le diable par la queue, faire que ça, qu'on puisse faire d'autres choses en même temps, avant ou après ou pendant, c'est des choses qui... Donc ce qui fait qu'on n'est pas reconnu comme écrivain, par certains, c'est pas grave. On est reconnu par ses lecteurs. Par définition, les lecteurs qui lisent vos livres, vous allez me mettre comme écrivain. Qu'est-ce qu'on a ici ? Diderot. Et un des Diderot. Ah, Diderot, j'ai écrit sa biographie aussi. Des textes magnifiques. Combien de livres ? Plus de 80 ? Moi, 90 maintenant. 90 ? Ouais. La correspondance de Diderot, c'est extraordinaire. Sa correspondance avec ses amoureuses, c'est magnifique. Elles sont magnifiques, Diderot, voilà, en Pléiade. Il y a une phrase de lui dans une de ses lettres amoureuses à Sophie Volant, ces lettres-là. Ouais. Il lui dit
Je pense à vous sans cesse, partout où rien n'est écrit, pensez que vous lisez que je vous aime. Magnifique. C'est beau. Je voulais que vous me parliez d'une supercherie littéraire que vous avez montée. Ah, Je trouve ça assez extraordinaire. Il faut que vous me parliez de Caton. c'est pas mon idée, c'était une idée de François Mitterrand, en fait. J'avais présenté... On sort par là, Oui. Jacques. Vous avez bien repéré tout. Oui, oui. C'est bien, j'aime bien les gens qui font leur travail sérieusement. Vous le faites très sérieusement. J'ai un ami, avec qui je suis aujourd'hui à la fois un ami de 360, de 180 degrés de différence politique, mais Oui. ça reste un ami personnel, André Berkoff, qui avait écrit beaucoup de livres formidables. Et avant les élections de 80, il avait écrit un livre qui s'appelait Les 180 jours de Mitterrand, je crois, sous un pseudonyme qui était celui de Philippe de Comines. Philippe de Comines étant un historien du Moyen-Âge. Et ce livre a eu beaucoup de succès. Il racontait l'arrivée au pouvoir de Mitterrand. Ça. Et après les élections, 3 ans après, François Mitterrand me dit votre ami Berkoff pourrait réécrire un livre sous pseudonyme pour raconter ce qu'on fait et tout ça. Et c'est André qui revient vers moi, André Berkoff, non? André Berkoff, qui me dit moi j'ai une autre idée. Je vais écrire un livre sous un pseudonyme romain, Caton, et on fera comme s'il était écrit par un homme politique de droite qui se plaint de ce que la droite n'est pas assez intelligente pour détruire la gauche, qui est quand même nulle. Ah, j'ai dit, c'est très malin. Ouais. C'est très très malin. Donc vous êtes en train de me dire que vous faites le ping-pong entre Berkoff et Mitterrand, mais Oui, que oui. vous prenez pas trop position. Non, non, sur cette si, histoire. bien sûr, c'est moi qui ai tout géré le truc. Ah bon? C'est moi qui ai entièrement géré le truc. Et alors, il s'est passé des choses assez folles, parce que André écrit ce livre, il ne pouvait pas l'écrire tout seul, parce qu'il n'avait pas assez d'informations sur ce qui passait, donc je lui donne un de mes collaborateurs, enfin je lui conseille, je lui demande à un de mes collaborateurs de l'aider, qui l'aide à écrire le livre. Donc le livre est écrit, et le livre est un immense succès. Tout le monde se dit, est-ce que c'est Barre, est-ce que c'est Perfit, est-ce que c'est Giscard? Tout le monde pensait que c'était Giscard qui avait écrit un livre d'amertume contre cette droite qui est incapable de réagir à la gauche, qui laisse la gauche. Et alors c'est un succès porté, est-ce que c'est vrai, par François Hollande? Attendez la suite, je vous raconte. Ah oui, d'accord, je suis pressé, parce que j'ai lu un peu l'histoire, mais je suis content que vous me la racontiez, vous. Oui, parce que quand je vous dis que je lui demande à un de mes collaborateurs de l'aider, mon collaborateur, c'est François Hollande. Et André se prend au jeu, commence un édito hebdomadaire sous le nom de Caton, écrit par François, dans un journal qui à l'époque avait beaucoup de succès, qui s'appelait VSD, je ne sais pas s'il existe encore. Vendredi, samedi, dimanche. Voilà, et il me dit, je vais écrire un deuxième tome. Oh, je lui dis, écoute, la supercherie a marché, mais là, tu fais un deuxième tome, on prend des risques. Ah ouais, on va se faire attraper, là. Mais lui, il était très gêné parce qu'il aurait bien aimé qu'on sache que c'est André Berkoff qui a écrit ça, parce que l'immense succès littéraire, ça le gênait beaucoup. Mais moi, j'étais très gêné. Je me suis dit, si on sait que c'est Berkoff, tout le monde sait que Berkoff, beaucoup de gens à Paris savent que nous sommes très amis, ça ne tiendra pas. Et un matin, j'entends sur Europe 1, Scoop, El Kabbach, interview, Caton. Je dis, mince. Et c'est une voix masquée qui répond comme si c'était Caton, et moi je reconnais celui qui à l'époque était inreconnaissable, c'était François. Parce que François Hollande, Il était inconnu. parce qu'à l'époque, il n'avait jamais parlé dans la presse de sa vie. Non, jamais. Dans les médias. Et ça, je crois que c'est son premier interview, il est Caton à Europe. André écrit un deuxième tome, juste au moment où il va paraître, Berkoff me dit faut que je me dévoile parce que Actuel, le journal Actuel, a trouvé dans ce deuxième tome 4 pages d'un de mes livres. Je dis quel salaud, t'as foutu 4 pages d'un tome. En réalité, ce qui s'était passé, c'est qu'il avait mis en fait 4 pages d'un de ses livres. Exprès pour forcer. Pour se faire reconnaître. Et ce qui était vexant pour lui, c'est que personne n'avait vu qu'il y avait 4 pages dans le livre de Berkoff. Il organise aux grandes dames d'aller chez Pivot, la grande émission. Bien sûr. Bon. Et Pivot est très très content de recevoir Caton. Il est convaincu qu'il attend Raymond Barre ou Giscard. Oui. Il y a toutes les caméras de télé. Ah, il ne le sait pas? Non, il ne sait pas. Et arrive Berkoff, et Bernard lui dit qu'est-ce que tu fous là, toi? Ben, il dit c'est moi Caton.
pivot était fou de rage. Il était déçu. Il était extrêmement déçu. Que ça n'était que Berkoff. Berkoff, là, à ce moment-là, ne dit pas tout de suite que vous êtes derrière et que personne ne l'a jamais dit. Ouais. Ça n'a jamais été dit. Il n'y a que, un peu plus tard, Serge July qui fait un édito un peu bizarre. Il y a quand même un truc bizarre, c'est que Berkoff est très ami de Jacques Attali, et c'est resté là. Ouais. C'est des années plus tard que j'ai dit la vérité. C'est génial. Et tiens, j'en profite. J'aime bien celle-ci. Savez-vous raconter des histoires drôles? Alors vous m'avez dit tout à l'heure, il y a deux types de familles, ceux qui demandent à leurs enfants de lire et ceux qui leur demandent s'ils n'ont que ça à faire. Il y a deux types de personnes, ceux qui savent raconter les blagues et les autres. Oui, je crois. Et vous êtes de quel côté, vous? Je suis clairement du côté de ceux qui savent, parce qu'il n'y a pas de doute. Qui savent? Oui. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Ah bah, j'en veux une alors. Je peux raconter beaucoup, en particulier les histoires juives, je peux le raconter. Ah, c'est vrai? J'ai fait ça une fois à la radio, à France Culture, plutôt au théâtre du Rond-Point. J'avais fait une séance d'1h30 sans notes. J'avais raconté des histoires juives. Que des blagues. Que des blagues juives. Ce qui est formidable dans les blagues, en particulier dans les blagues juives, c'est que d'abord elles sont très drôles, et ensuite elles sont très profondes. Elles disent des choses sur ce que c'est que être aux aguets, justement. Ouais. Mais si je vous en dis une, par exemple, la plus courte de toutes les histoires juives, alors il y a des gens qui la trouvent pas, qui ne savent pas rire, qui la comprennent pas. Peut-être que je ne vais pas la comprendre. Moi, je ferais semblant de rire. Non, non. Vous allez me dire honnêtement si vous la comprenez. Dieu soit loué. Non, je la comprends pas. On reproche aux Juifs de faire de l'argent avec tout. Ouais. Donc Dieu soit loué. Oui, d'accord, ça y est, je l'ai. Mais alors, le problème, c'est que là, vous n'allez pas dans le sens de ce que vous me racontez, parce que vous dites, en fait, c'est pas si compliqué. Il suffit de savoir retenir la chute. Oui. Oui, il n'y a pas de chute, il n'y a qu'une phrase. Ah ben oui. Parce qu'il faut tenir en haleine. Oui. Ouais. Bah, je vous en raconte une autre, mais qui n'est pas juive. Parce que sinon, quand on raconte des histoires juives, très souvent, comme celle que j'ai racontée là, on peut la concevoir comme une blague antisémite, puisque c'est les juifs qui font de l'argent avec tout, même avec du... Donc, comme toujours, ça dépend avec qui on... Oui, mais alors par exemple, moi, qui ne suis pas juif, est-ce que je peux la faire, cette blague? Plus difficilement que moi. Ouais. C'est un problème, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et c'est deux polytechniciens qui partent à la chasse au lion. Ouais. Et un matin, ils dorment dans leur tente. Et un matin, il y en a un des deux qui entend un rugissement de lion énorme près de lui. Il se lève, il prend son fusil et il voit que dans la tente au bout, là où il y a son copain, le copain est sorti. Et il tourne autour de la tente, poursuivi par le lion. Il dit, t'inquiète pas, je vais prendre, je le vise, je vais le tuer. Je lui dis, du calme. Le danger est plus apparent que réel, j'ai 2 tours d'avance. Oui, elle est bien. Il était bon en blague, François Mitterrand? Et il était un bon public. Ah oui, bon public. Très bon public. Oui. Mais je ne l'imagine pas éclater de rire. Je l'imagine rire. Ah si? Parce que je l'imagine rire comme ça, sous cap. Voilà, il riait, il prenait sa serviette, en général à table, il mettait sa serviette pour pouffer de rire. Mais... Ouais. Musée des arts et métiers. Oui. On commence par parler des arts ou des métiers? Non, c'est d'abord un merveilleux endroit et un musée de la science aussi. Oui. Et c'est ça qui m'a toujours intéressé à cet endroit, parce que c'est un merveilleux lieu pédagogique sur la science, et sur la façon dont la science s'est peu à peu construite. Et il est très peu connu, ce musée. Bon alors, d'abord, l'art. Vous êtes devenu chef d'orchestre? Oui. J'étais pianiste. Oui. Et un jour, on m'a proposé de... Et vous avez encore le temps de faire ça. Non, mais vous avez plus de 24 heures. Vous dormez beaucoup ou pas? Vous savez, il y a des tas de gens qui dorment peu et qui font rien de leur vie. Je ne sais pas. Il y en a qui dorment beaucoup et qui font plein de choses. Bah, Einstein était supposé dormir 12 heures par jour. Donc, chef d'orchestre. Ah, ça, c'est une des rares plaisirs égoïstes que je me reconnais. Oui. Parce que c'est très difficile. Au départ, j'ai aucun nom pour ça. Je n'ai pas l'oreille absolue, je suis maladroit, mais j'y arrive. Et je dirige des orchestres symphoniques dans le monde entier. Mais comment vous trouvez un orchestre qui... comment ça se passe? Je suis invité. Ouais. J'ai été invité depuis 20 ans un peu partout dans le monde.
à Shanghai, à New York, à Montréal, en Albanie, à Paris, à Marseille, je peux vous citer un peu partout dans le monde, quoi. Et les musiciens, ils acceptent d'être dirigés par un non professionnel? C'est une bonne question. Au départ, ils n'aiment pas trop, donc ils testent. Donc ils font Teste la compétence. Testent la compétence. Ils testent la compétence en général en jouant faux. Ah, c'est vrai pour voir. Est-ce qu'il entend celui-là? Ouais. Ou en faisant même plus vicieux, en ne rentrant pas, ne jouant pas au moment où ils doivent jouer. Ici, je ne sais pas dans laquelle on peut trouver ça. Il y a des sabliers. Je ne sais pas où ils sont, mais je sais que c'est la plus grande collection à Paris en dehors de la mienne. Pourquoi le sablier? Vous en avez combien? Un certain nombre. Ce n'est pas des objets coûteux, mais c'est des objets qui ont une très grande beauté. Alors celui qui est à droite, c'est un sablier moderne, parce que les sabliers anciens sont comme celui-là. D'où vous vient cette passion pour le sablier? Par hasard. J'en ai eu un, puis un deuxième, puis un troisième. Et vous les mettez où? Chez moi. C'est intéressant parce qu'il y a une forme de temps, mais il y a une finitude dans le sablier. Il s'arrête. C'est très compliqué parce que le sablier, en effet, c'est ce qui s'arrête comme notre vie. Et notre vie, c'est comme le sable qui coule, mais notre vie, c'est plus compliqué que là parce qu'on ne voit pas l'ampoule supérieure. On ne sait pas si le grain qui coule n'est pas le dernier. Je voulais finir avec ça. Vous avez beaucoup prédit d'une certaine manière, mais pas comme Madame Irma. Vous avez prédit scientifiquement. Oui, de façon logique. Voilà. Alors, avec une accumulation de connaissances historiques, scientifiques, culturelles, beaucoup d'histoires. J'ai toujours pensé qu'il y avait des invariants et que l'histoire nous permettait de trouver des invariants. Et donc j'ai beaucoup travaillé l'histoire avec des grands maîtres pour chercher des invariants et je retrouve dans ce qui se passe aujourd'hui des choses qui se sont passées avant. Ouais. Vous avez par exemple, si je me trompe, vous avez anticipé l'ordinateur personnel. Oui. Et l'iPhone. Oui, j'ai anticipé tout ce qui est là, l'ordinateur personnel, le téléphone mobile, bien avant que ce soit paru nulle part, dans un livre qui est paru en 87. Et même, j'ai parlé de l'ordinateur personnel dans un livre paru en 79. Et j'ai écrit à ce moment-là qu'on allait aller vers des prothèses de toute nature et que tout notre corps allait devenir fait de prothèses parce que, et c'est une des grandes thèses qui parcourt tout mon travail, l'homme, l'être humain, a besoin de réduire les efforts qu'il fait et pour ça il a besoin de prothèses. Ça commence avec le levier, tous les outils qui ont venu après, la roue, etc. Et aujourd'hui, les prothèses sont les prothèses du corps. Et donc, prothèse du cerveau commence avec l'ordinateur, puis continue avec l'intelligence artificielle, qui n'est ni une intelligence ni artificielle, mais bon. Et c'était pas difficile de prévoir qu'on allait avoir tous ces objets. Alors j'ai un jeu pour vous, je voudrais qu'on finisse avec ça. Quand j'aurai votre âge, qu'est-ce que sera ma vie selon les prédictions actuelles? Selon vous? Ça dépend beaucoup de ce que vous en ferez. Alors ma vie et la vie de manière générale. Quand commence le XXe siècle, ça aurait pu être un siècle très heureux. Il y avait tout, progrès technique, début de démocratie, culture, tout pour être un siècle heureux. Et ça a été un siècle épouvantable, le XXe siècle. Ça sera ce que vous en ferez. Donc, vraiment, ne soyez pas spectateur de votre vie, ce sera ce que vous en ferez. Travaillez, étudiez, soyez mobile, dansez près de la porte. Vous ne ferez pas le même métier dans 5 ans ni dans 10 ans. Pensez toujours en avant, et ça peut être formidable. Alors ça c'est moi, mais mon environnement, quoi est-ce qu'il peut ressembler? D'abord vous pourrez le choisir, parce que vous pourrez partir, vous pourrez aller ailleurs. Il faut se battre pour que l'environnement soit sain, il faut se battre pour la démocratie. Vous aurez à vous battre pour la démocratie qui sera menacée. Ouais. Ma génération aura à se battre pour la démocratie. Ouais. Dans les 10 ans qui viennent. Ah bon, vous pensez? Oui. Dans les 10 ans qui viennnes, il y aura... aux États-Unis, c'est déjà une dictature. Pourquoi ça ne serait pas pareil ici? Ah, vous considérez que c'est une dictature? C'est un peu rapide. Jusqu'à preuve du contraire, Donald Trump partira dans 3 ans. Oui, bien sûr. Mais dans la limite de ce temps-là, même si lui dit qu'il ne partira pas, il le dit. Oui, il le dit. Oui, c'est vrai. Il le dit. Et il dit qu'il a déjà trouvé un moyen de ne pas partir, et puis il a mis la justice à ses ordres, il fait peur à tout le monde, tous les patrons sont sous contrat. Non, c'est une dictature. C'est une dictature limitée dans le temps, en principe.
Et si c'est Vans après, c'est pas mieux. Hein. Voilà, monsieur, on en reste là. Merci beaucoup. Merci. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié. J'étais ravi de cette conversation. Merci beaucoup. Et on finit là-dessus. Le pendule de Foucault. La science, hein. Vous voyez cet endroit, la science au milieu d'une église. À bientôt. À bientôt. Par là.